Dans Actu Hebdo, premier numéro de 2025 que j'ai le plaisir de présenter en vous souhaitant d'abord une excellente année 2025. Nous nous intéressons aujourd'hui à deux sujets qui ont retenu notre attention cette semaine. Il s'agit de la remise de diplômes aux 100 imams maliens qui ont bouclé une formation de 2 ans au Maroc. Pour en parler, nous avons comme invité Dame Seck, expert chargé de la communication au secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Bonjour, Monsieur Seck, et bienvenue. Merci beaucoup. Notre deuxième sujet porte sur le sport et la culture à travers un festival lancé à Baguineda. Nous recevons Madame Souadou Diabaté, présidente de l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme AMPGF, initiatrice du festival. Bonjour Madame Diabaté et bienvenue. Bonjour. Nous partons donc pour le premier sujet, la remise des diplômes aux 100 imams maliens qui viennent de boucler une formation de 2 ans au Maroc. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au CICB sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Suivons le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré et on se retrouve juste après. C'est par la lecture du Saint-Coran que le temps est donné pour cette cérémonie de remise des diplômes à 100 imams qui viennent de boucler une formation de 2 ans à l'Institut Roi Mohamed VI pour la formation des imams. Le Mali et le Maroc posent ainsi un jalon supplémentaire dans le renforcement des relations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Je suis très heureux d'assister à cette cérémonie qui exprime sincèrement la profondeur des relations entre la République du Mali et le Royaume du Maroc et que je souhaite que ces relations se profondra d'une manière qui répondra aux ambitions des deux peuples. Au nom des imams formés, Yaya Sissé a promis d'être le porte-étendard d'un islam modéré pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. Ceci en conformité avec l'enseignement qu'ils ont reçu au Maroc et qui du reste est en phase avec les valeurs fondatrices de l'islam, une religion de paix et de tolérance. Cette cérémonie marque une étape cruciale dans le renforcement de nos institutions religieuses et dans la consolidation de l'unité nationale. Nous, bénéficiaires de cette formation, prenons l'engagement solennel d'être des ambassadeurs de paix, de prôner un islam modéré et d'œuvrer inlassablement pour le bien-être de notre société. En plus de cette formation en théologie, dira le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, les imams ont également reçu une formation professionnelle dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement une étude à l'imamant, mais c'est une étude aussi à la formation professionnelle. Non seulement ils font les froids, ils font la mécanique, ils font la menuiserie, ils font d'autres choses en dehors de ce qu'on appelle les études islamiques. Cette cérémonie marque l'aboutissement de la formation d'une centaine d'imams. Ceci constitue la première cohorte sur les 300 prévues dans le cadre d'une convention entre le Mali et le Royaume du Maroc. La Convention pour la formation des imams, initiative et volonté personnelle de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est un témoignage éloquent de l'engagement des plus hautes autorités de notre pays à œuvrer pour le bien-être social de la population. Je vous exhorte à pérenniser et à élargir le champ de cette coopération à l'échange d'expériences en matière d'enseignement et de transmission du message pacifique en islam. Le chef du gouvernement a invité les imams à diffuser les messages de sensibilisation de la déclaration de la Confédération des États du Sahel sur les défis sécuritaires du moment. À l'endroit des imams ayant reçu leur diplôme, bien entendu, c'est la fin d'une formation, c'est également le début d'une nouvelle mission et nous comptons sur toute la communauté religieuse, musulmane en particulier, pour atteindre cet objectif qui nous a été assigné par le chef d'État de l'AES. Vous avez franchi avec succès une étape décisive de votre vie spirituelle à travers une formation à l'Institut du Roi Mohamed VI de Rabat, une institution de renommée mondiale dédiée à la promotion d'un islam de paix, de tolérance et de modération.
Le général de division Abdoulaye Maïga a enfin invité les imams formés à accomplir avec fierté cette noble mission qui vient de leur être confiée en bâtissant un islam de paix, d'union et de tolérance, loin de tout excès. Voilà, les 100 imams qui viennent donc de recevoir leur diplôme constituent la première cohorte dans le cadre d'une convention signée récemment entre le Mali et le Maroc. D'abord, Monsieur Seck, qu'est-ce qui a motivé la signature d'une telle convention? Merci beaucoup pour cette question. Historiquement parlant, il y avait une première convention qui date de 2013. Lorsque le pays est tombé dans une crise en 2012, pratiquement la communauté internationale, les pays amis du Mali ont tous contribué avec quelque chose. Pour le cas du Maroc, et ça coïncide avec la visite du roi du Maroc, Mohamed VI, qui a vraiment promis de former, de renforcer la capacité de nos imams en termes de discours alternatifs pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc c'est de là-bas que la chose a démarré. Et la convention dont il s'agit tout de suite là, elle a été signée le 22 septembre 2022. Et c'est grâce au cri de cœur des religieux, la communauté musulmane du Mali a vraiment souhaité qu'on renouvelle cette convention avec les pays amis et frères Maroc pour qu'on puisse continuer à renforcer la capacité de nos imams. Ce qui a poussé, comme l'a dit le PM, le général d'armée Assimi Goïta à prendre le corps ces problèmes et d'où nous sommes actuellement sur cette convention et ça se passe très bien aussi. Et ça veut dire qu'à la fin de cette formation, parce que les premiers sont sortis, est-ce que la deuxième cohorte est déjà sur place ou bien quand est-ce que la deuxième cohorte doit se rendre au Maroc? C'est une formation de 3 ans. 2022, la première cohorte qui vient de finir là, elle a fait 10 ans de formation. Et la deuxième cohorte est déjà au Maroc depuis bientôt une année. Et la troisième cohorte part, Inch'Allah, le 8 janvier au Maroc. Donc en fait, les cohortes souvent se retrouvent sur place là-bas. La première et la deuxième cohorte se sont déjà retrouvées là-bas et puis la troisième cohorte aussi va cohabiter un peu avec la deuxième cohorte. Exactement. Alors, on parle dans le cadre de ces formations, on parle très souvent d'enseignement à l'islam modéré. Est-ce qu'il y a un autre islam? Il n'y a pas un autre islam, c'est l'islam que nous connaissons et l'islam universel que nous connaissons. Maintenant, les termes modérés, c'est des stratégies de vulgarisation, des stratégies de passer les messages qui est demandé. Lorsque Dieu, le Tout-Puissant, demande dans les 5 Corans à ce que les gens qui, en tout cas, donnent les messages par rapport à l'islam, de les faire de façon vraiment demandée, la façon vraiment qui est vraiment douce, la façon qui n'est pas du tout violente. Maintenant, modérer en ce sens, c'est vraiment la stratégie de passer les messages de l'islam d'une modération pour que les gens puissent comprendre les messages sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait d'insultes, sans qu'il y ait autre chose qui peut vexer la personne qui écoute les messages. Il s'agit de ça seulement. Sinon, l'islam universel connu, il n'y a pas des islams, il y a seulement une seule religion, l'islam connu, l'islam originel, et c'est sur ça que les gens se basent pour passer les messages. Oui, mais en parlant d'islam modéré, on peut imaginer qu'il y a peut-être un islam violent ou en tout cas radical. Est-ce que ça n'existe pas réellement? Il n'y a pas un islam radical comme on le dit, mais il y a des gens qui passent des messages radicaux au nom de l'islam. Des messages radicaux, je vais dire, au nom de l'islam, des messages violents au nom de l'islam et sous la couverture de l'islam. Souvent, et c'est des gens même qui sont instrumentalisés. C'est des gens qui sont payés par d'autres forces pour nuire la religion, pour nuire l'image même de l'islam face aux yeux du monde. Il y a tout ce qui a été découvert dans nos enquêtes. Donc ça veut dire que l'islam là, il n'y a pas des islams, il y a un seul islam, mais la façon dont les messages sont passés, souvent, ça dénature même la qualité du message. Ça fait que les gens ont peur même souvent de l'islam, alors que ce n'est pas demandé. Et pour, dans le cadre de ces formations, est-ce que, parce que le ministre a parlé tout à l'heure qu'il y aura des formations en mécanique, des formations professionnelles dans plusieurs domaines, dans plusieurs métiers, mais quand on parle de formation d'imam, c'est surtout la théorie. Est-ce qu'il s'agit de leur apprendre à mieux diriger la prière ou est-ce qu'il s'agit de leur apprendre à faire des prêches? Merci pour cette belle question.
En fait, il faut revenir un peu pour connaître même les causes qui font que les gens se radicalisent, les causes qui font que les gens aillent vers l'extrémisme violent. Souvent, parmi ces causes, on a cité le chômage. Et pour la grande partie des gens qui comprennent, en tout cas en mauvais sens, cette idéologie, pensent que ce sont même les religieux qui ne font rien dans leur vie que l'imama, qui ne font pas autre activité ailleurs. Donc, c'est une réponse face à tout ça. Donc, la formation au Maroc, ce sont des imams déjà. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils connaissent déjà quelque chose, ils sont vraiment formés à la matière, mais il s'agit de renforcement des capacités. Et s'ajoute à cela, comme l'a dit M. le ministre Dr Kouné, la formation professionnelle. La formation professionnelle pour permettre à ces imams, à ces jeunes imams, bien sûr, qui vont sortir, de pouvoir faire d'autres activités à côté de l'imamat, pour éviter en tout cas qu'ils tombent dans le chômage. C'est un peu une réponse donnée par rapport à tout ça par les pays frères Maroc. Et parmi en tout cas les outils de formation professionnelle, ils sont vraiment diversifiés. Ils sont vraiment diversifiés parce que, comme l'a dit le ministre, il y a la mécanique, l'informatique, la menuiserie, métallique, etc., etc. Donc chaque imam qui sort de cet institut, il est déjà qualifié par rapport à une formation professionnelle. Déjà qu'il peut exercer à côté de son imama, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, en termes de renforcement des capacités, vraiment tout le monde a besoin de cela. Et chaque chose que tu exerces dans la vie, tu auras toujours besoin d'être renforcé, en tout cas d'être outillé par d'autres stratégies qui peuvent vraiment t'aider en matière de ta fonction. C'est pour cela qu'ils sont renforcés en termes de la lecture du Saint-Coran et de la psalmodie, ensuite des règles même qu'il faut vraiment corriger pour soigner naturellement tout ce qui est culte dans le domaine de l'imama. Voilà. On comprend que les imams doivent avoir d'autres professions, d'autres activités en dehors de la mosquée, de la prière et des prêches. Mais est-ce que réellement beaucoup d'imams au Mali font autre chose que diriger la prière ou que de faire des prêches? Oui, beaucoup d'imams, dans un premier temps, sont des commerçants. Ils m'écoutent bien sûr sur tes plateaux. Il y a des imams qui ont des centres de formation, des écoles, des médersa. Il y a beaucoup d'imams qui font autre chose. Mais il y a des imams aussi qui se limitent seulement à donner des cours de la lecture du Saint-Coran à des enfants. Ils sont payés pour ça, donc ils font quelque chose. Donc ça veut dire que rarement on voit les imams qui se limitent seulement à la fonction de l'imam au Mali. Maintenant, s'ils se limitent rarement aussi à cela, généralement ils font en tout cas le maraboutage à côté pour pouvoir survivre avec ça aussi. Donc c'est aussi un métier. Oui, mais je reviens sur un aspect. Est-ce que dans le cadre de la formation, c'est beaucoup plus pour apprendre à diriger une prière ou bien à faire des prêches? Parce que c'est important aussi de le savoir. Dans le cadre de la formation, ils sont renforcés de tout ce qui est aspect par rapport à la direction d'une prière. Mais pour les prêches là, ils sont vraiment outillés par des sessions de formation qui leur permettent de pouvoir donner des discours alternatifs contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il s'agit de ça. Donc il y a beaucoup de notions qui les permettent, qui peuvent les aider lorsqu'ils font des sermons, lorsqu'ils font des prêches, d'être outillés par des méthodologies, par des stratégies, par des notions qui les aident lorsqu'ils parlent du terrorisme, qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que le terrorisme, lorsqu'ils parlent de l'extrémisme violent et la différenciation entre la radicalisation, l'extrémisme et le terrorisme, qu'ils puissent diversifier tout ça au cours de leur prêche, ça va beaucoup les aider. Et mieux que ça, après leur retour, ils sont aussi outillés sur la politique nationale même du Mali, la politique nationale de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent. Ils sont outillés dans ça aussi pour que lorsqu'ils parlent de quelque chose, qu'ils sachent déjà le contenu et ça fait que le message sera bien entendu, bien passé. Voilà. Madame Diabaté, vous êtes la présidente de l'AMPJF, vous êtes donc dans le mouvement associatif. Et comment vous voyez ces formations qui permettent à nos imams d'apprendre des métiers, mais aussi d'apprendre à diriger la prière et à faire des prêches? Merci pour cette question. Bonjour à tous. Vous êtes religieuse aussi? Bien sûr, presque tous les Maliens et les Maliens sont des religieux. Tous ceux qui font face à la Mecque pour prier sont des religieux. Et moi aussi, je fais partie d'autres regroupements religieux. En fait, la question, elle est très bien posée.
cette formation est l'idéal. Moi, à un moment, j'avais tourné entre les librairies pour savoir, y a-t-il des critères de sélection d'imams? J'avais cherché à comprendre ça. Je ne l'ai pas eu, mais je sais que ces dons qui ont été choisis pour aller apprendre, renforcer leur capacité par rapport à l'exercice de cette fonction, est la bienvenue. Et ils sauront ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas qu'on se lève un jour pour être imam dans un mosquée. Non, non, non. Et puis après cette formation, ils ne seront pas que des imams, mais ils auront à faire aussi d'autres activités. Bon, oui, c'est vrai que la plupart des imams, comme M. Seck l'a dit, ont déjà des activités. Oui, ça c'est la diversité et le renforcement de leurs capacités, parce que tout imam qui cultive un champ, mais il exerce une activité lucrative. Il y a des imams, ça ne s'arrête pas dans les grandes villes seulement. Les imams en milieu rural, ils ont autre chose à faire qui n'est pas ça. Et en ce qui concerne la formation, moi je pourrais demander à M. Dam de dire ça. Ce qui me préoccupe à notre ministre, de voir comment créer une université au Mali, une université Ahmed Baba Prime à Bamako pour les imams. Parce que ça ne doit pas s'arrêter. Cette formation ne doit pas s'arrêter. Pas du tout. C'est une idée, parce qu'au lieu d'envoyer en formation au Maroc, Mme Diabaté propose qu'il y ait aussi dans le futur une université qui puisse former les imams. Maintenant, M. Seck, quels sont les critères de choix de ces imams, de ceux-là qui partent au Maroc pour la formation? Comment on fait le choix? Merci. Avant de répondre à cette question, j'allais dire que Mme Souadou Diabaté a déjà marché sur ma langue. Nous sommes déjà en train de planifier ça, parce que c'est même coûté de faire déplacer 100, 200, 300 imams au Mali jusqu'au Maroc et pendant 2 ans. Mais si nous avions quand même des universités uniquement dédiées pour ça, et on allait peut-être former 1000, 2000, 3000 imams, et ça allait faciliter la tâche pour nous. Déjà, nous sommes sur cette voie, et je pense qu'il y a des projets même par rapport à ça. Prions qu'à la phase que ça se réalise. Pour revenir à la question de M. Koné, par rapport au choix des imams, tout est écrit dans la convention. D'abord, il faut être dans la tranche d'âge de 18 à 45 ans. Il faut avoir déjà les bacs en arabe, parce que l'enseignement qui s'est fait au niveau de l'Institut, ça s'est fait en langue arabe. Il faut avoir quand même une connaissance des bases pour te permettre de t'exprimer facilement en arabe et de comprendre ce que l'autre dit aussi. Donc voilà, avoir en tout cas présenter en tout cas la bonne image du pays, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est comporté très mal. Il a été retourné très vite fait par les pays frères amis Maroc pour dire que tous ceux qui ne respectent pas les lois de l'État du Mali ou du Maroc là sont immédiatement expulsés du centre. Donc il y a plusieurs aspects qui nous lient et qui est vraiment respecté au sein même de l'Institut par rapport aux critères des choix. Il y a un autre critère, même on a aussi un peu revu ces critères-là, c'est de pouvoir mémoriser au minimum les 1/3 du Saint-Coran. Parce que qui dit imam, il faut quand même pas totalement bûcher les Saint-Coran souvent, mais il faut quand même avoir de la majeure partie mémoriser les Saint-Coran. Ça facilite l'action de l'imam même pour nos imams. Donc, et connaître aussi les notions élémentaires des règles de l'islam. Parce qu'il faut connaître la charia, il faut connaître les règles d'islam, et ça fait que, parce que tout ça c'est des domaines qui sont vraiment demandés à chaque imam de les connaître bien avant d'exercer la fonction de l'imam. Donc il y a tout ça aussi qui est demandé, et parmi les conditions d'être accepté dans l'Institut Ourama Médecine. Et donc généralement vous faites un appel à candidature, c'est ça? Exactement. À chaque fois que nous organisons les concours d'entrée, et nous faisons un appel, et minimum c'est 400 à 300, en tout cas qui se présentent après les concours, et 100 imams sont sélectionnés pour faire partir d'une cohorte. Et lors de la cérémonie de remise des diplômes, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a exhorté les imams à être des modèles, à être des repères. Est-ce que cela est possible dans notre société aujourd'hui? Cela est possible, M. Koné. Et d'abord, je pense qu'il faut vraiment saluer les autorités, les plus hautes autorités de cette transition. Parce que déjà, leur présence à cette cérémonie magnifique, c'est une première du genre.
leur présence a vraiment magnifié, a honoré les imams qui sont sortis. Et je pense que le message que le PM a donné a été un message compris, a été un message entendu. C'est pour dire que les 10 ans de formation, c'est uniquement pour ça. Ils sont au Maroc, c'est pour être enseignés par rapport à cette mission-là, être des repères au sein de leur société, être des modèles. Et comme l'a dit, les 500 imams formés déjà, comme on va venir bien sûr, ont déjà commencé à travailler sur ces aspects. C'est-à-dire ils ont été formés, mais à chaque fois ils se réunissent, ils font des activités pour pouvoir pérenniser ce qu'ils ont appris dans l'Institut. Voilà. Madame Diabaté, selon vous, c'est quoi être un imam modèle? Un imam modèle, l'imam même veut dire un modèle. Quand tu es imam, le mot imam, quelqu'un qui peut diriger une prière d'une centaine de personnes, 200, c'est un modèle déjà. Et le modèle imam, c'est celui qui prône la paix, la cohésion sociale, qui enseigne l'islam, par l'islam, pour la communauté, afin que nous puissions, parce que l'islam est une religion de paix, une religion de tolérance, une religion de tranquillité et même de doux sommeil. C'est quelqu'un qui peut transmettre ça à ses compatriotes, à une communauté donnée, quelqu'un qui peut diriger une prière est déjà un modèle. Oui, c'est un modèle pour prier, pour diriger la prière, pour donner des conseils. Oui. Et le comportement aussi, parce qu'il doit avoir lui-même un comportement dans la société qui puisse être une référence. Exactement, c'est pourquoi je dis que quelqu'un qui peut transmettre. Tu ne peux pas transmettre tes mauvais comportements aux gens. Et quand on est imam, ça veut dire qu'en quelque sorte, tu dois être parfait. Même si ce mot est lourd, mais tu dois être un homme parfait parce que nous ne voyons pas Dieu, nous ne comprenons pas ce que veut dire exactement la chose, mais l'imam qui dirige la prière là, qui nous fait venir vers la spiritualité, il est un homme modèle. Et son comportement doit être, dans la société, doit être idéal. Il ne doit pas inciter à la violence. Pas du tout. On ne peut pas tuer quelqu'un dans la mosquée et dire Allah Akbar, que c'est au nom de Dieu. Jamais. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit que quand tu tues quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est coupable de rien, sans être jugé, ça veut dire que tu as tué tout le monde. Et effectivement, lors de la cérémonie de remise des diplômes, les autorités ont beaucoup insisté sur les messages que les imams doivent véhiculer, les messages de paix, les messages de cohésion sociale. Est-ce que dans votre quotidien, vous leur parlez de ça? Est-ce que vous leur parlez de ça, les messages qu'ils doivent véhiculer, non seulement pour la paix et la sécurité dans notre pays, mais aussi dans le Sahel? Parce qu'actuellement, le Mali est dans un regroupement qui s'appelle la Confédération des États du Sahel. Et dans cette confédération, il y a des problèmes similaires, notamment en matière de lutte contre l'insécurité, en matière de lutte contre le terrorisme. Est-ce que ces imams doivent aussi aller au-delà de l'aspect, au-delà des frontières du Mali, pour véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale? Je dirais, M. Kony, au niveau du ministère des Affaires religieuses, c'est de ça qu'on fait, pratiquement. Et pas seulement au niveau de l'islam, même au niveau d'autres religions, le christianisme, les chrétiens protestants, la conférence épiscopale, c'est de ça que nous faisons en longueur de journée. Et c'est pourquoi nous avons déjà des cadres de concertation à travers lesquels nous passons ce message. Pratiquement à chaque 3 mois, on réunit tous les religieux au sein d'un cadre de concertation et on les exhorte à aller vers ça. Et revenons à nos imams au Maroc. Et ils font beaucoup d'activités, ils passent beaucoup de messages, ils font même la prière, c'est-à-dire comment faire les sermons en passant des messages de paix, de cohabitation pacifique, de cohésion sociale. Ils sont vraiment outillés dans tous ces aspects-là. C'est pourquoi lorsqu'ils viennent ici, au sein de leur regroupement, c'est-à-dire ils prennent les relais avec leurs grands frères qui ont été formés depuis 2013. C'est la même structure qui fait beaucoup d'actions, beaucoup d'activités et beaucoup de sessions de formation pour renforcer leurs capacités en fonction du message. Tout récemment, nous avons animé beaucoup de sessions de formation et sur beaucoup de chaînes de TV aussi par rapport aux messages que les imams doivent divulguer et surtout des messages qui font que nos jeunes gens ne puissent pas être enrôlés. Le PM l'a dit, passons des messages de sensibilisation, surtout de la jeunesse malienne, de la jeunesse haïtienne, c'est-à-dire l'espace AIS,
pour qu'ils évitent d'être enrôlés, en tout cas dans les rangs des terroristes. Pour ça, beaucoup d'activités, beaucoup de conditions, en tout cas, ont été proposées. Mais pour ce qui concerne les religieux, c'est vraiment de passer le message de l'islam originel. Un message de l'islam tolérant. Un message de l'islam qui n'est pas contre une autre religion. Fais ta religion, respecte les autres sur leur religion. Et le Mali est basé sur ça. Et on sait aussi qu'il y a 20 ans déjà, un des premiers imams maliens se rendait au Maroc pour suivre une formation. Et depuis, qu'est-ce qui a changé au Mali? Qu'est-ce qui a changé dans la gestion même des mosquées, mais aussi dans la gestion des prêches? C'est ça. Notamment. Oui, je dirais, c'est fait en 2013. Donc, les premiers imams, lorsque les 500 imams formés, après leur retour, ils ont créé une association, l'organisation des imams maliens formés à l'Institut Roi Mohamed VI du Maroc que nous saluons ici. Et c'était pour pérenniser les acquis. Et lorsqu'ils ont été reçus au niveau du département, nous avons fait en sorte de pouvoir travailler avec ces imams-là et faire le maximum possible. Chaque fois que nous avons des activités ici dans la capitale ou dans les autres régions, les faire intervenir parce qu'eux, ils sont déjà outillés. Et en termes d'activités concrètes sur le terrain, ce qu'il faut noter, c'est que la plupart de ces 500 imams sont déjà des imams. Ils passent déjà les messages dans leurs mosquées. Chaque vendredi, c'est des milliers de personnes. Ils sont écoutés par des milliers de musulmans. Ils passent les messages de paix, ils passent les messages de la réconciliation, ils passent les messages de la cohabitation pacifique. Donc déjà, il y a un grand pas qui est fait à ce niveau. Donc c'est des choses souvent qu'on ne peut pas mesurer, quantifiables, mais il y a beaucoup d'actions qui se font sur le terrain. Vous dites qu'ils ont créé une association, mais est-ce qu'au niveau de l'État, il y a une structure formelle qui s'occupe de ces imams, qui suit ce que ces imams font? Au niveau de l'État, la structure qui est dédiée pour ça, c'est le secrétariat permanent. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un aspect très important. Vous travaillez directement avec l'association des imams? Voilà, nous travaillons, les départements, les cabinets, directement avec l'association des imams formés au Maroc. Mais pour formaliser, ils ont déjà proposé une convention de partenariat entre les imams formés et les secrétariats permanents. Parce que c'est la structure du ministère des Affaires religieuses qui s'occupe de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est avec ces secrétariats qui vont pouvoir faire beaucoup de choses et développer des stratégies et en tout cas organiser des messages de vulgarisation de paix, des messages pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Madame Diabaté, est-ce que vous avez senti que depuis 20 ans, il y a eu un changement au Mali après la formation des premiers imams au Maroc? Bien sûr, il y a eu des changements parce qu'il y avait la confusion entre les terminologies, etc. Mais avec leur arrivée, il y a eu beaucoup de changements. Les choses sont claires maintenant parce que on n'est pas dans... On est un peu sorti de l'islam féodal, si je peux le dire, pour venir dans l'islam scientifique. Et même, je demanderais aussi à nos gens de faire ceux qui font la dawa, de faire comme Zakir Naik. Ils ont des compétences, Adam Sek peut faire mieux que ça. Et j'aimerais qu'ils le fassent aussi. Parce que tous ceux qui prient ne comprennent pas beaucoup réellement ce qui se passe. Et j'aimerais que, je souhaiterais que ça change. Et surtout quand ces imams, c'est dont ils ont apporté. Et rien n'est plus beau que l'islam authentique. Je sais, est-ce que certains imams, de leur retour, ne sont pas tentés de créer des mosquées parce qu'il y en a qui partent sans être réellement imams d'une mosquée, mais au retour, s'ils ne sont pas imams d'une mosquée, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas tentés de créer une mosquée ou de tenter de reprendre la place d'un imam dans une mosquée? Parce que ça aussi, ça arrive, on sait qu'il y a souvent des problèmes dans les mosquées. Oui, souvent il y a beaucoup de problèmes dans les mosquées, mais ce que je voudrais donner comme clarification, l'institut s'appelle l'Institut de formation des imams, Mourchidines et Mourchidat. Donc les femmes sont concernées. Et quelqu'un va se demander, mais comment est-ce qu'une femme peut devenir imam? Non, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire,
quand le niveau même de la formation, c'est 10% l'imama, mais c'est 90% Mourchidine. Et Mourchidine, là, c'est des actions positives, des actions de changement de comportement que ces imams peuvent faire. Ça ne se limite pas seulement à diriger, en tout cas les prières au sein des mosquées ou des zawiyas, mais qui est vraiment étendu, qui donne vraiment un espace très ouvert à ces imams-là, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur les web TV, de passer le maximum des messages de paix. Donc, je voulais quand même donner cette clarification et pour dire que les femmes sont concernées et nous voulons aussi même dans les prochaines, en tout cas dans les prochains mois à venir, faire participer beaucoup de femmes dans ça parce qu'elles aussi jouent beaucoup de rôles au sein de leur foyer en termes d'éducation des enfants et leur éviter afin que les enfants ne tombent pas dans les pièges des terroristes. Maintenant, et comme l'a dit, les messages même qu'hier que le ministre a passé à ces nouveaux imams-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment appris ce que c'est que l'imam, ils ont appris beaucoup de choses par rapport à la sensibilisation, comment passer les messages, donc d'éviter de venir dans les mosquées bousculer nos grands imams qui conduisent déjà des prières. Non, non. Les messages qu'on leur a donnés, c'est-à-dire qu'ils se focalisent sur les 90% de leur formation, qui est seulement basée sur, en tout cas, les sensibilisations contre la radicalisation des extrémistes là et exercer leur métier s'il le faut. Donc, comme vous l'avez dit, il y a certains imams qui sont vraiment tentés pour dire que voilà une nouvelle localité, je peux me présenter comme imam, j'ai déjà reçu une attestation. Parce qu'être imam, il y a des avantages dedans. Voilà, bon, souvent. Oui, il y a des avantages. Souvent, donc je peux me présenter. Mais souvent, la plupart des cas, ce sont ces imams même qui sont sollicités par les communautés. Par les communautés pour dire qu'un imam qui a déjà une association qui est formée, qui sait quand même véhiculer le message de paix, est vraiment sollicité pratiquement par beaucoup de gens. Mais il y a aussi des cas où ces imams forcent un peu. Et surtout quand l'imam en question n'arrive pas à s'insérer de façon dans une activité professionnelle, parce que souvent il faut avoir un petit fonds de démarrage. Vous ne les aidez pas certainement dans ce cadre-là. Mais s'ils n'arrivent pas à créer leur entreprise, leur petite structure, ben, c'est plus facile de chercher à être imam. C'est vrai. Mais les messages même que nous-mêmes nous passons chaque fois à ces imams-là, c'est d'éviter d'être des problèmes. Parce qu'ils ont été formés pour être une solution pour lutter contre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, je pense que le message est compris à ce niveau. Mais comme vous l'avez dit, ces imams ont toujours besoin d'accompagnement, ne serait-ce que renforcer leurs capacités en termes même de la formation professionnelle déjà reçue, pour pouvoir exercer quelque chose ou encore le financement même de leurs projets. C'est un travail vraiment gouvernemental. Il y a pratiquement beaucoup de départements qui peuvent quand même aider dans ce sens-là, comme l'a dit M. le ministre. Donc, c'est renforcement des capacités et tout ce que nous pouvons faire pour ces imams déjà formés est déjà circonscrit au niveau du secrétariat permanent qui va avoir, comme je l'ai dit, cette convention de partenariat entre le secrétariat permanent et les imams formés pour qu'ensemble ils réfléchissent et faire beaucoup de choses ensemble afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle, en tout cas dans la société. En tout cas, c'est un sujet qui va encore nous occuper, un sujet qui va nous permettre encore de discuter encore naturellement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Donc, on verra ça certainement une prochaine fois. Ça nous fera plaisir. Et nous abordons maintenant notre deuxième sujet, le festival Sport et Culture, officiellement lancé au centre Football for Hope, Swadou Diabaté de Baguineda. Le thème du festival, révalorisation du dialogue interculturel, du vivre ensemble et de la construction de la paix à travers le pouvoir du football. Avant d'en débattre, je vous invite à suivre le reportage de Cheikh-Oumar Kamara et Moussa Kamara. C'est parti pour la 9e édition du festival Sport et Culture. Durant 3 jours, diverses activités sportives, culturelles et éducatives seront organisées dans l'enceinte de ce complexe sportif pour le sourire des jeunes. L'objectif de ce festival, la revalorisation de l'interculturel entre les jeunes, du vivre ensemble, de la paix et de la reconstitution, la réhabilitation du savoir-faire des jeunes. Ça veut dire qu'en plus de nos connaissances empiriques, nous sommes à jour. Il suffit seulement de les appuyer. La remise des attestations de reconnaissance aux membres de la Fédération malienne de football et des détergents aux populations sinistrées a été l'une des particularités de cette édition. Un match de football a opposé le club Yelenkroa à la sélection mixte et c'est Yelenkroa qui l'emporte 2-1. J'étais joueuse avant, maintenant je suis entraîneur. J'envoie un message aux parents qui ne veulent pas que leurs filles viennent jouer au ballon
je l'ai dit, il faut laisser leurs enfants venir. Parce que ça a beaucoup d'avantages. Au menu de ces 2 autres journées d'activité, des courses de chevaux, des matchs de football, des soirées culturelles, entre autres. Les autorités administratives et coutumières apprécient l'événement à sa juste valeur. Je suis très heureux, très content. Ce centre représente toute une humanité. Ça représente le développement même de la jeune fille, le développement du sport et la promotion de la culture à travers le football. La promotrice fait toujours bien les choses et voit toujours grand. Nous, on a connu l'MPGF, ça vaut aujourd'hui près de 5-6 ans. On a participé à quelques éditions et puis on a apporté notre soutien à cette structure vu le travail de terrain que l'association est en train de mener. Ça rentre en droite ligne de notre vision. L'ONG Association malienne pour la promotion de la jeune femme et fille a été créée en 1998. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la jeune fille, pour leur émancipation et employabilité et pour la promotion du sport féminin dans notre pays, entre autres. Madame Souadou Diabaté, vous êtes présidente de l'AMPGF et vous êtes initiatrice de ce festival. Mais d'abord, dites-nous, comment est venue l'idée de créer le Centre Football for Hope? Bonjour tout le monde. Je salue ceux qui nous regardent depuis leur salon. L'idée Football for Hope est un mouvement, une stratégie d'alliance entre la FIFA et Street Football World. Street Football World, c'est tout ce qui applique, qui encadre le football de la rue. Et ils ont mis en place le mouvement Football for Hope. C'est en 2007 que l'AMPGF a rejoint le mouvement Football for Hope. Et en 2008, il y avait l'annonce de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. La FIFA a donné 20 centres en Afrique, 5 en Afrique du Sud et 15 pour les autres pays. Et le Mali a ouvert le 4e centre à Baguineda. Qui porte votre nom? Oh oui, mais avant que ça ne porte mon nom, c'était le centre Football for Hope de Baguineda. Quand le centre a eu 10 ans, parce qu'on a ouvert notre porte le 4 décembre 2010, quand le centre a eu 10 ans, je voudrais donner un nom à ces centres-là. Et ces noms-là, ça devrait être ATT, le président Père à son âme, Amadou Toumani Touré, parce que c'est lui qui nous a aidés avec son gouvernement. Ils nous ont cru, ils nous ont eu confiance, en nous. Ils nous ont donné un terrain de 4 hectares par conseil des ministres pour qu'on puisse s'installer. La FIFA ne construit pas sur n'importe quel terrain. Il faut que ça soit un TF. Mais en ce moment-là, il y a eu des petites situations. On n'a pas pu avoir accès à Madame Lobo pour qu'il nous accepte. Voilà. Et les enfants ont dit, nous avons un nom. J'ai dit, d'accord, je vous laisse, moi, mon choix, c'est ATT. Mais si vous voudrez, je vous laisse faire comme moi, je n'ai pas pu. Et puis après le jour, je vois que c'est moi qu'ils ont donné. Ils ont dit, mais vous êtes la première femme au Mali à pouvoir construire un centre au nom du football féminin. Et nous vous donnons ça. Vous êtes notre national. C'est comme ça. C'est fait en 2020. En 2020, parce que 10 ans, quand le centre a eu 10 ans. Mais j'aimerais vous expliquer un peu comment nous avons eu l'idée même de prendre le football comme tremplin. Mais en attendant, le centre s'appelle Football for Hope. Oui. Donc c'est en anglais. Oui. Et pourquoi pas une terminologie, une dénomination en français ou dans une langue officielle? En fait, Football for Hope veut dire football pour l'espoir. C'est ça. C'est ceux qui ont créé le mouvement. Pourquoi ne pas le dire directement en français ou dans une langue? Il faut l'harmonisation parce que c'est international. Ce n'est pas qu'au Mali seulement, c'est à travers le monde. À la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ils ont donné des centres. La FIFA est mondiale. Dans ce cas, nous avons trouvé ce nom-là là-bas. Et quand on a voulu personnaliser, c'était pour donner un autre nom à ça qui pourrait répondre à nos inspirations au Mali. Et le football for hope veut dire football pour l'espoir. Parce que c'est le football social. La FIFA, en fait, quand tu prends le Mali, quand Barcelone ou autre la joue, on paye les télés, on fait tout, on paye l'électricité, on prend notre temps pour bien regarder.
Mais eux, ils ne savent même pas que quelque part, il y a Bamako. Vous aimez le sport? Bien sûr, en notre temps. Vous pratiquez aussi? Maintenant, je pratique le gym, mais avant, j'étais basketteuse avec Feu Sidiki Touré au Stade Ouanzé. À notre temps de jeunesse, le sport était une obligation. Du basket, mais pas du football? Non, le basket n'est pas du football. Mais moi, j'ai choisi le football parce que quand j'ai eu l'idée, c'est pourquoi je disais que je voudrais vous expliquer un peu. À notre jeunesse, il y avait les jeux de clair de lune. Il y avait les jeux de nuit sombre. Nuit sombre, ça c'était le conte. Les jeux de clair de lune, c'était les cache-cache, etc. La jeunesse, c'était trop plein d'énergie qu'il faut utiliser. Si on n'utilise pas par les exercices physiques, on va utiliser, les jeunes utilisent autrement. Et l'éducation socio-culturelle populaire de chez nous a une stratégie de jeu et de jeu pour tout âge, pour faire sortir le trop plein d'énergie de la jeunesse et pour conserver la santé. Et comme tout ça n'y est pas, moi j'ai pensé qu'on doit mettre une dynamique, de mettre le moderne dans le traditionnel et avoir une dynamique pour ce qui correspond à notre temps. Et il n'y a plus de clair de lune, il n'y a plus de jeux de somme, il n'y a même plus d'espace de jeu pour les enfants. C'est pourquoi nous avons choisi le sport et la discipline du football, parce qu'on peut le jouer partout. Quand on a 4 pierres et un ballon, mais on a un terrain de foot. Mais si on voudrait prendre le basket comme moi je faisais, mais il faut un terrain aménagé. On ne peut pas avoir partout le terrain aménagé, les moyens nous. Et puis le football... Vous essayez aussi de combiner sport et culture? Bien sûr. Et quelle est l'idée derrière ça? Mais la culture, là, je dis que notre éducation socio-culturelle populaire utilise l'éducation physique pour le bien-être de la jeunesse. Ça veut dire déjà qu'il y a une connotation entre la culture et le sport. Une corrélation. Mais en plus de cela, vous avez vu, j'ai donné des statuettes et autres là sous forme de canaries. Mais en matière de sport, que ce soit le foot ou autre, tous les trophées qu'ils utilisent, c'est des objets empiriques de leur grammaire. À Roland Garros, c'est la couronne de la reine. Et les Chinois ont créé pour leur reine de la dynastie Qin la boîte à bijoux. En fait, le jeu du football est très différent de l'industrie du football que les gens confondent. Dans ce cas, même dans l'industrie du football, il y a la culture, il y a la pérennisation de ces objets-là. C'est pourquoi j'ai pris un canari dont j'ai vu l'image, c'est écrit 1902. C'est le canari de ma grand-mère depuis 1902. Mais pourquoi le football n'utilise pas ça? Il y a les canaris à travers le pays. Il y a la calebasse partout. Hein? Il y a beaucoup de choses. Vous pensez aussi que le football, comme ça mobilise les foules, et que c'est un endroit ou en tout cas un créneau qu'il faut utiliser pour encore toucher beaucoup plus les jeunes, surtout les jeunes filles? C'est le sport au roi. Il a tous les pouvoirs. Par exemple, pourquoi nous avons choisi des équipes pour que les filles, tu ne peux pas faire partie de nos activités tant que tu n'es pas dans une équipe. Parce que quand tu es déjà dans une équipe de football, ça veut dire que tu adhères au principe du football, qui est la discipline, le respect de l'autre, le respect mutuel, l'esprit de partage, l'esprit d'équipe, le fair play. Quand tu as tout ça, déjà, quand tu es dans une football, tu adhères à ces principes-là. Dans ce cas, nous aussi, nous avons nos principes qui se recoupent avec ceci. Quand tu vas dans le centre Football for Hope, tu laisses ton sac du matin au matin, aucune personne ne le touchera. Parce que nos leçons de morale disent que quand tu voles, tu fais honte à ta famille et à toi-même. Et dans ce cas... Monsieur Seck, le sport n'est pas contraire à la religion. Vous êtes sportif ou vous aimez le sport? Le football peut-être, par exemple? J'aime le sport et ce n'est que le Mali que je supporte. Malheureusement, je ne suis pas trop
football, mais ce que je voudrais quand même préciser, en réalité, le football, c'est vraiment un facteur de réconciliation. Pour dire qu'un exemple frappant, tout récemment, il y a le prêcheur Bandjougou Doumbia qui est vraiment connu, qui a organisé un match de football entre les jeunes de tendance soufis et les jeunes de tendance sunnites. Ils ont joué le match au sein du stade de 26 mars. Le ministre même s'est déplacé personnellement pour présider, pour passer les messages de paix. Donc c'est vraiment des espaces, comme l'a dit Mme Souadou Diabati, pour passer les messages de paix, de vivre ensemble, de cohabitation pacifique. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour passer les messages de la culture. En réalité, aujourd'hui, les espaces que nous avions, c'est des espaces de contes, les espaces où des grandes personnalités, des personnes âgées, quand même conseillers, les jeunes enfants, nous n'avons pratiquement plus d'espace pour ça. Les jeunes n'ont pratiquement même pas le temps pour écouter ça. Et tout le monde est concentré sur les réseaux sociaux. Maintenant, si à travers ces occasions, ces espaces, on peut passer les messages de la culture à travers les contes, la générosité, la bienfaisance, en tout cas l'héroïsme de nos grandes personnalités aux jeunes gens, ça ne fait que renforcer quand même leur foi, leur idéologie par rapport à ce qui était le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui et comment ils doivent se préparer pour le Mali de demain. Et les imams peuvent aussi pratiquer le sport, le football ou même regarder les matchs de football, c'est pas... Je dirais que les imams pratiquent le sport pratiquement plus que beaucoup de corporations. Il y a des imams karatéka, il y a des imams qui font des sports le week-end et bien sûr dans les règles de l'art de l'islam. Voilà, pour dire qu'en réalité les imams sont intéressés par le sport et toujours en respectant les règles dont il faut. Voilà. Et le football, parce que votre festival, le festival que vous avez organisé, c'était la revalorisation du dialogue interculturel, du vivre ensemble et de la construction de la paix à travers le pouvoir du football. Ça veut dire que le football est une arme puissante. Bien sûr, je vais tout juste bondir sur ce que M. Dama a dit. L'islam, là, le fait de prier 5 fois par jour, là, c'est du sport. En fait, le football, lors de la Deuxième Guerre mondiale, le 21 septembre, c'est la journée de la paix mondiale. Tout ce qui se passe, si ce n'est pas au jour d'aujourd'hui que je ne maîtrise pas bien, mais le 21 septembre, c'était le jour de la paix. Et les protagonistes de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ont tout arrêté pour jouer au football jusqu'à l'aube, de la nuit jusqu'à l'aube, et après ils sont retournés dans leur camp pour se faire tirer. Le football a le pouvoir de mobilisation. Le langage du football est universel. Le football a un langage universel. Que tu joues en Chine, au Mali, au Japon ou ailleurs, c'est le même langage, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes façons de faire. Et notre sport, notre festival sport et culture, est que toute équipe qui vient, chaque équipe qui est là représente un village donné. On a 60 et quelques équipes. Ce sont les équipes féminines. Oui. Non, pas seulement. Il y a 80% pour les filles et 20% pour les garçons. Et toute équipe qui est là représente un village donné. Quand tu viens au festival, tu dois d'abord comprendre ton village. Qui a créé ton village? Quels sont les rites et les rythmes de ton village? Quels sont les interdits de ton village? Qu'est-ce que chez toi, quelles sont les bonnes actions? Qu'est-ce que vous prenez chez vous? Qu'est-ce qui n'est pas bien là-bas? Qu'est-ce que vous aimez que ça change? Et quand les enfants viennent, chaque soir, ils passent. Ça, c'est une compétition. On fait ça aussi et on donne des trophées. Et en ce moment, on fait la collecte, on recense tous leurs besoins, ce dont ils n'aiment pas que ça se fasse, ce qu'ils veulent que ça s'améliore chez eux. Et ce sont nos programmes de sensibilisation. On retourne au village avec ça. Les encadreurs travaillent par rapport à cela. L'enfant est naturellement observateur. Dans ce cas, ce que l'enfant observe, c'est la réalité. Dans l'enfant, ce qui est juste, c'est la réalité. Vous avez l'ambition de créer un club de football qui pourrait participer au championnat malien, par exemple? Bon, ils sont en train de créer un club, mais
En fait, nous faisons le football social, je l'ai dit, parce que c'est le football professionnel qui nous subventionne. Et on ne peut pas être leur concurrent. Mais nos gens peuvent se mettre ensemble. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui au Mali qui sont des gendarmes, qui sont des militaires, des policiers, etc. dans les corps habillés, qui sont venus de chez nous. Et il y a beaucoup de joueuses aujourd'hui, même dans l'équipe nationale, qui ont commencé avec nous. Mais nous sommes dans le football social et ils sont en train de voir. Ça, c'était leur mot d'ordre cette année, pour mettre un club à côté du centre et puis avoir une équipe qui va compétir. Inch'Allah. Vous pensez, M. Seck, que ça pourrait être aussi une bonne idée de faire participer les jeunes à un niveau beaucoup plus élevé dans le niveau du sport? Oui, naturellement. Aujourd'hui, je pense que le sport est vraiment un facteur de réconciliation, comme je l'ai dit. C'est un facteur qui fait que même les téléspectateurs, pas seulement ceux qui jouent sur le terrain, mais il y a quand même, en tout cas, ces cadres qui se créent, même sur les médias sociaux. Les gens se taquinent, j'ai battu, en tout cas, ton équipe, etc. C'est vraiment des facteurs qui lient beaucoup de personnes. C'est important. Je pense qu'aucun pays, quand même, ne doit pas négliger tout facteur qui peut quand même unifier, qui peuvent créer, au-delà de l'aspect jeu, créer ces facteurs de cohésion sociale entre ces populations. Et c'est ce que je voudrais ajouter encore, c'est que les plus hautes autorités accordent beaucoup d'importance à cette éducation à nos valeurs. Et c'est pas pour rien que le président, le général d'armée Assimi Goïta, en tout cas, a donné la voie à la vulgarisation de la PNEV, le programme national d'éducation aux valeurs, et choisir cette année aussi comme l'année de la culture, c'est vraiment permettre à nous tous, que ce soit religieux ou autres qui font passer beaucoup de messages, de passer les messages qu'il faut, les messages de paix, les messages à la génération, pour qu'on puisse épouser l'idée du Mali Kura et l'idée aussi des pays de l'AES. Merci beaucoup. Madame, un dernier mot. Le prochain festival, c'est quand? C'est 2 ans, toutes les 2 années. C'est en 2027, Inch'Allah, que ça va venir. Nous, 2026, parce qu'après 2025, c'est 2026. Et moi, j'aimerais aussi ajouter à ce qu'il a dit, ce qu'on fait pour terminer. Et quand il y a eu la Covid-19, là, les gens ont oublié les tout petits. Nous avons produit 20 000 litres de détergent pour mettre dans les petits pots pour les tout petits. Et avec l'hivernage cette année, et les inondations, nous avons produit 1000 litres que vous voyez sur les images pour donner à les victimes de l'inondation. En fait, nous faisons beaucoup de... Même le boubou que je porte a été tissé là-bas, a été cousu par ces filles-là. Et voilà, le sport pour le développement. Merci, Madame Swadou Diabaté. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme AMPGF. Et notre deuxième invité était M. Dam Seck, expert chargé de la communication au secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Avant de nous séparer, je voudrais rendre hommage ici à Ibrahima Djombélé qui a animé cette émission avec professionnalisme et engagement pendant des années. Ibrahima, qu'on appelle affectueusement le Big, vient de faire valoir ses droits à la retraite, une retraite bien méritée. Nous continuerons à prendre des conseils auprès de lui. Tout de suite, le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.